Bonsoir à toutes et à tous. On est en live, on est pour notre cinquième table ronde. On est lundi, il est 19h. Aujourd'hui, on va parler de la santé et je suis avec René et Clara qui sont avec moi pour notre soirée table ronde. Alors, René, Clara, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va, merci Lionel. Et toi? Bah écoutez, ça va super, ça va, vous avez passé un bon week-end, j'espère? Oui, 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 un peu fatigant, mais un bon week-end. Bon, on y reviendra un petit peu après. Alors, je vois qu'il y a déjà du monde qui nous rejoint. Alors, juste hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien et vous nous entendez bien. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On les prendra durant le live ou durant la phase de questions-réponses. N'hésitez pas aussi à nous dire juste coucou. Donc, ce soir, on est dans notre cinquième vidéo sur notre chaîne Show Me the Maker. On va parler de la santé en France et aussi aux États-Unis, puisque nous avons la chance d'avoir René qui vient de Cleveland en Ohio. Et voilà, donc nous allons pouvoir en parler. Mais avant, évidemment, de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, pour ceux qui ne vous connaissent pas, une petite présentation. Donc juste, voilà, en 2-3 minutes, qui vous êtes, peut-être un petit peu parler de ce que vous faites, de vos études, pour permettre à ceux qui nous regardent, voilà, de savoir qui vous êtes. Donc René, toi qui es en haut de l'écran, je te laisse commencer. Bonsoir Lionel, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle René Meyer, j'habite à Strasbourg depuis 2 ans. Malheureusement, je suis arrivée juste avant le Covid, donc ça n'a pas été facile de m'installer, mais je ne suis pas venue loin car j'habitais à Colmar avant. Ça fait 15 ans que je suis en Alsace et avant ça, j'étais à Bâle pendant 17 ans. Voilà, les dernières années, on va retourner pas mal d'années en arrière. Je suis américaine, 100% américaine, de l'État d'Ohio. C'est un État qui appartient à la partie du pays qu'on appelle le Midwest, qui est en fait au milieu du pays, juste au sud des 5 lacs qui séparent le Canada avec les États-Unis. J'ai fait toutes mes études aux États-Unis. J'ai grandi dans une famille typique américaine où on parle que l'anglais. Il n'y avait absolument pas de côté international. J'ai fait un bachelor's en economics, en économie, et après un MBA et un master en international management. J'ai commencé ma carrière dans l'audit interne avec une société américaine où j'ai pu voyager un peu en Amérique du Sud et aux États-Unis. Et à ce moment, je me suis dit, non, c'est peut-être pas ça que je veux faire. En fait, je ne veux pas vraiment rester aux États-Unis. Donc, j'ai cherché un travail qui m'amenait de ce côté de l'Atlantique. Et j'en ai trouvé avec Hoffman La Roche à Bâle. Donc, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique chez Roche. C'était donc dans l'audit, dans la finance et finalement aussi un peu dans le marketing. J'ai aussi travaillé avec un start-up qui est Actelion, qui est devenu un des plus grands biotech de l'Europe, a été acheté il y a 2 ans par Johnson Johnson. Et là, j'étais aussi dans un travail avec les internationales, avec les filiales qu'on avait partout dans le monde. J'ai quitté le pharma il y a à peu près 10 ans pour approfondir un peu mes connaissances et suivre ma passion pour le développement durable. J'ai travaillé avec quelques sociétés pour les conseils dans le développement durable. Et après, quand je suis arrivée en France, j'ai voulu continuer ça, mais c'est surtout ici où je vois le besoin de parler des différences entre les cultures. Le développement durable, sustainable development, pour moi, c'est à la base de tout ce qu'on fait, parce que la durabilité, c'est le long terme. Et si nous ne travaillons pas sur le long terme, on aura toujours des difficultés. Et ça peut être le côté public, privé, personnel des sociétés. Donc, avec l'interculturel, je fais le lien entre le Grand Est et le Midwest américain. Je trouve que les deux régions, ils ont vraiment des raisons à se connaître. Ils ne se connaissent pas du tout
quand on pense des États-Unis, on pense surtout dans la santé, on pense à Boston, on pense à San Francisco, on pense à Houston, mais on a oublié plein d'États au milieu des États-Unis. Il y a pourtant, il y a les deux plus grands, les plus connus des hôpitaux sont dans le Midwest. C'est le Mayo Clinic en Minnesota et le Cleveland Clinic qui est à l'est d'Ohio. Et en fait, Lionel, je ne viens pas de Cleveland, mais plutôt au nord-ouest de l'État. Donc, c'est plus de Toledo, mais ça ne change rien. Donc, nous avons vraiment les choses en commun entre ces deux parties. On a tous les deux la tradition alémanique. On a l'innovation. On a vraiment les gens qui travaillent bien. Et j'essaie d'amener les deux ensemble. Donc, il y a les villes américaines qui vont venir voir comment ça se présente à Strasbourg. Et aux sociétés dans le Grand Est, je leur parle du Midwest et ce qu'on peut faire là-bas. Je ne sais pas si ça, c'est peut-être assez de détails pour l'instant. Oui, on reviendra sur la santé aux États-Unis un petit peu plus tard. Oui. Mais merci pour ta présentation, René. Et toi, Clara, en 2-3 minutes, qui es-tu? Bonsoir, donc je suis Clara Stephenson et je suis originaire d'Alsace, de Mulhouse. J'ai un background d'avocat d'affaires. J'ai travaillé pendant un peu plus de 5 ans dans le droit. Donc, j'étais principalement dans le droit des affaires en qualité d'avocat chez Ernst & Young à Strasbourg. Avant ça, j'avais fait mes études à Lyon, principalement, une ville que j'ai beaucoup aimée et qui me manque encore parfois, même si j'aime beaucoup vivre à Strasbourg. Récemment, j'ai décidé de passer en entreprise, donc c'est-à-dire de quitter mes fonctions d'avocat pour travailler en tant que juriste d'entreprise dans un groupe bancaire. Au même moment, j'ai décidé de créer un site internet sur le sujet du syndrome des ovaires polykystiques, qui est une pathologie qui touche la femme, une maladie endocrinienne qui est caractérisée notamment par un trouble ovulatoire. Et qui est donc une cause d'infertilité. Donc j'ai créé ce site pour délivrer de l'information aux femmes qui sont concernées. Et puis très rapidement, j'ai constaté qu'il y avait un engouement et finalement un réel besoin d'information, mais aussi de changement au niveau de la prise en charge de cette pathologie. Et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Donc j'ai très rapidement quitté ce nouveau job que je venais de démarrer pour me lancer dans un projet en lien avec ce sujet. Et je rebondis sur ce que disait René, puisque tu disais, René, très justement que le développement durable est au centre de tout. Et je pense qu'il est aussi au centre de la santé, puisqu'on constate quand même que beaucoup de maladies chroniques sont aussi des maladies environnementales. Et le SOPK est exactement ça. Hein. On va dire qu'il est influencé très influencé par l'environnement de la patiente. Et pour moi, c'est deux sujets qui sont tout à fait liés. Voilà. Écoutez, super, merci à vous deux. Alors pour ceux qui nous regardent, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on va parler rapidement d'un événement qui s'appelle le Hacking Health Camp, puisque en fait, par un hasard absolu, nous y avons tous et toutes été ce week-end. Donc le Hacking Health Camp, c'est un événement qui, durant 3 jours, permet à des gens de développer des startups dans le domaine de la santé. Donc ça s'est passé ce week-end à Strasbourg à la faculté de médecine. René, toi qui étais coach, rapidement, comment est-ce que tu as trouvé cet événement? Écoutez, j'ai trouvé vraiment génial d'avoir l'esprit d'innovation qui était là pour nous tous. Il n'y avait pas de questions. Tout le monde était vraiment piqué par cette curiosité, par cette envie d'avancer les choses pour tous les patients, même si on n'avait pas les maladies nous-mêmes. C'était juste cette envie, cette bienveillance. C'était ça vraiment le mot du week-end aussi, c'est la bienveillance pour les patients, pour nous-mêmes, entre nous, et je trouve que c'est des événements qui doivent continuer, et Strasbourg est vraiment l'endroit pour le faire. Super. Et toi, Clara, alors toi, tu étais porteuse de projet. Est-ce que rapidement, tu peux raconter justement quel a été un petit peu ton parcours durant ces 3 jours?
Oui, 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 tout à fait. Alors, je rejoins René déjà sur l'incroyable événement et expérience que c'est. Hein. C'est très bien organisé d'ailleurs, donc bravo aux équipes qui s'occupent de ça parce que c'est assez impressionnant. Et merci au coach. René, je n'étais pas dans ton équipe de coach, mais j'ai eu d'autres coachs qui ont été vraiment très présents et c'est précieux. Et oui, alors moi, c'est un peu particulier parce que finalement, je suis porteuse de projet en dehors même du Hacking Health Camp depuis très peu de temps. C'est-à-dire que voilà, ça fait que quelques mois à peine que je me suis mise dans une démarche entrepreneuriale en santé. Donc, je suis arrivée au Hacking Health Camp avec peu d'idées en fait de là où je mettais les pieds. Je suis ni professionnelle de santé ni tech, donc c'était voilà, c'était une autre dimension pour moi. Et j'ai trouvé l'expérience absolument dingue. Je sais pas le nombre d'informations et de personnes que j'ai enregistrées et rencontrées pendant ce week-end, c'est juste hallucinant. Et pour moi, alors c'était assez particulier et je pense que ce que je raconte peut peut-être bénéficier à d'autres futurs participants. Mais j'ai démarré donc le Hacking F Camp. J'avais déjà ce site internet qui vivait avec une communauté, avec une idée un petit peu précise de là où je voulais aller. Et puis, je suis arrivée le vendredi avec une grande motivation. Donc, mon pitch s'est bien passé. J'ai senti un engouement, etc. Et puis, je pense que pendant le week-end, j'ai un peu perdu de vue ce pourquoi, la raison pour laquelle on participe à un week-end comme ça, c'est vraiment pour faire émerger des idées collectivement. Et je pense qu'il faut arriver, quand on a déjà un projet qui a été amorcé, il faut arriver à lâcher ça, à mettre sur la table, à balayer ça, puis à mettre sur la table le problème de base en disant, OK, on réfléchit tous ensemble, on essaye de faire émerger quelque chose, quitte à le laisser de côté à la sortie du Hacking F Camp. Mais il faut utiliser cette intelligence collective. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on y participe parce qu'on peut rapidement s'éparpiller et oublier ce pourquoi on est venu à la base. Voilà, mais c'était une très belle expérience et je m'en souviendrai toute ma vie. Bah écoute, c'est super puisque justement l'idée de ce genre d'événement, c'est de vivre une expérience comme tu viens de le dire et effectivement, normalement l'objectif c'est de venir juste avec une idée et de la concrétiser et parce que les gens qui travaillent déjà depuis 6 mois, 1 an sur un projet, c'est assez compliqué de pouvoir sortir de ça. Donc voilà, super expérience et j'espère que, ça vous permettra en tout cas de continuer à développer des choses. Alors aujourd'hui, on a les chances d'avoir, Renée, parmi nous qui, comme elle l'a expliqué, vient des États-Unis. Alors, là, on parle de santé. Alors avant qu'on parle de santé en France, moi, je voulais qu'on parle de santé aux États-Unis, justement pour pouvoir faire un petit peu le parallèle. Alors, est-ce qu'en quelques minutes, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe justement aux États-Unis, un petit peu le système de santé, la prise en charge des soins, le développement, de manière assez simple peut-être pour que tout le monde puisse comprendre? Oui, bon, tu me demandes beaucoup, ça simplement, parce que c'est quand même un domaine assez large. Il faut dire que c'est quand même très différent qu'en France. Et j'ai lu des statistiques encore aujourd'hui. La France est, je pense, quand ils font une liste des meilleurs systèmes de santé dans le monde, la France est au 7e et les États-Unis n'est même pas dans la liste des premières 20. Et les gens, peut-être, ils ne comprennent pas parce que c'est, bien sûr, on entend de toute l'innovation qui se passe aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on a la possibilité, de tout faire aux États-Unis. C'est vrai, il n'y a pas de limite. Quand ils déclarent la liberté, c'est la liberté de faire tout ce qu'on veut. Malheureusement, il n'y a pas les mêmes opportunités pour tout le monde. Ils auront des possibilités, mais ce n'est pas la réalité. Parce que si tu n'as pas de l'argent, si tu n'as pas le soutien, si tu n'habites pas le bon parti du pays, tu n'auras pas d'accès à toutes ces possibilités. En parlant du système de santé, c'est d'abord, juste à la base, les médecins peut-être. L'école de médecine, j'ai appris dernièrement que c'est quand même 2 ans plus long aux États-Unis qu'en Europe. Et ça, c'est quelque chose qui ne veut absolument pas changer, mais ça fait que ça contraint un petit peu plus les personnes qui veulent être médecins. Et bien sûr, vous avez tout entendu parler des frais de l'école de médecine. Ce n'est pas gratuit du tout.
Ça peut coûter jusqu'à, c'est pas les derniers chiffres, je pense que ça peut coûter jusqu'à 70 000 ou 80 000 dollars par an. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui partent dans leur carrière de médecin avec beaucoup d'argent qui doit aux banques ou aux universités. Donc, il n'y a pas de système de santé national. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui ont ça, mais aux États-Unis, il n'y a pas de National Health System, ça n'existe pas. Donc, il y a deux systèmes qui sont nationaux, c'est le Medicaid et le Medicare. Medicare, c'est pour les personnes qui ont 65 ans et plus. Le Medicaid, c'est pour les personnes qui ont une revenu basse. Et eux, ils ont des aides. Mais normalement, ce qui est vraiment très unique, c'est que l'assurance de santé, on engage une assurance avec son employeur. Et ça, c'est pour à peu près 40-50% de la population. Leur assurance de santé est avec leur employeur. Donc, quand tu es engagé par une entreprise, il n'y a pas que le salaire, ce qu'ils vont te donner sur ton compte bancaire. Il y a aussi le système de santé, d'assurance de santé qu'ils vont avoir pour vous. Et ça, ils vont souscrire directement avec les assurances. Et il y a plein de termes qu'il faut savoir. Il y a plein de systèmes. Il y a souvent des systèmes où le médecin est lié avec un hôpital, qui est lié avec les kinés, qui est lié avec les cliniques. Et on s'inscrit dans ce système. On n'aura peut-être pas le choix du médecin spécialiste et des hôpitaux. Comme vous avez certainement entendu, c'est cher. Donc, ça veut dire une visite chez le médecin de famille, ça peut coûter, ça va être plus que $100 que vous allez payer de votre poche. Si vous avez une assurance, on a ce qu'on appelle un copay. Vous êtes toujours obligé à payer. Et ça peut être minimum, c'est $25. Quand je compare ça avec les 2 € que j'ai payé chez le médecin traitant ici il y a 2 semaines, c'est une grande différence. Donc, c'est très important de savoir ce que votre employeur va vous donner comme système. Et souvent, la plupart du temps, les soins dentaires ne sont pas inclus, ni des soins d'opticien. Il y a les hôpitaux privés, les hôpitaux publics aussi. Je ne peux pas vous dire le pourcentage. Il y a pas mal c'est pas les franchises, mais ils appartiennent à un groupe d'hôpitaux. Et eux, ils vont travailler ensemble. Et il y a toujours la question de coût. Est-ce qu'ils vont faire un bénéfice ou pas? Bien sûr, les hôpitaux privés, ils sont obligés à faire un bénéfice. Les publics, moins. Mais il y a de plus en plus d'hôpitaux privés. Pardon. Après, donc pour moi, la plus grande différence, ce sont les assurances, parce que si vous n'avez pas d'assurance ou si vous êtes auto-entrepreneur comme moi, si vous avez une petite entreprise, c'est assez difficile de souscrire une assurance. Avant, ça pouvait être très difficile si tu avais une maladie grave aussi. Maintenant, ils sont obligés à vous souscrire une assurance, mais parfois, ce n'est pas très avantageux. Vous êtes obligé à accepter des termes qui ne sont pas vraiment favorables. Les coûts, je peux vous raconter pour une opération, ça va être des milliers que ça va coûter. Ma belle-fille a accouché il y a quelques semaines. Je pense que ça a coûté, mon fils m'a dit $40 000 le tout. Mais ils avaient des bonnes assurances, les profs, ils ont de très bonnes assurances aux États-Unis. Et à la fin, ils ont payé une centaine de dollars. Donc, c'est le double. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est à peu près le double. Enfin, un accouchement en France, ça peut aller jusqu'à 20 000 €, je pense, quand on est dans une. Enfin, c'est d'après les retours que j'avais eus de certaines femmes. Je pense que c'est un peu plus cher. Le coût, voilà, pur de
l'accouchement dans un hôpital a l'air plus élevé aux États-Unis qu'en France. Oui, 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 oui. Et puis les opérations aussi, bien sûr. Les médecins, ils sont, il n'y a pas du tout ce système comme ici. Il n'y a pas de prix fixe. Ils sont un peu contrôlés, mais ils sont beaucoup plus chers qu'ici, et surtout les spécialistes. Donc, il faut être sûr que votre assurance va le couvrir. Donc, pour moi, un thème qui est très important, et je suis en train de le lire, c'est comment ça s'est passé pendant le Covid. On lit qu'il y a toujours beaucoup de problèmes avec ça. Il y a plus que 6 millions de personnes qui sont mortes avec le Covid. Et il faut savoir qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas de l'argent pour aller chez le médecin ou pour aller se faire tester. On paye pour avoir le test maintenant. Donc, si vous n'avez pas l'argent, si vous ne pouvez pas vous passer du salaire à la fin du mois, voilà, vous n'avez pas déclaré que vous avez le Covid, vous êtes allé travailler et puis ça a continué. Donc, c'était vraiment un grave problème. Ils savent qu'ils n'ont pas bien traité la situation et j'espère qu'ils vont trouver des autres solutions pour l'avenir. Bah écoute, merci à toi de nous partager un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. Alors, on va revenir en France avec Clara. Là, par rapport à ce que nous a dit René, toi qui es plus sur un profil de patient, de personne lambda, justement, et qui a déjà dû, dans ta vie, avoir une relation avec le monde de l'hôpital, comment est-ce que tu ressens ça, justement, sur peut-être la facilité de l'accès aux soins ou, comme le disait René, peut-être ce côté coût, puisque René l'a très bien souligné, c'est vrai que, bon, en France, on peut, voilà, on paye 1 ou 2 euros, quand aux États-Unis, on va payer 100 dollars ou beaucoup plus. Comment est-ce que toi, tu le ressens en France? Alors, je pense que la comparaison, elle est très intéressante. Une petite anecdote avant que je réponde, mais en ce qui concerne le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, les États-Unis et je dirais certains pays anglophones, le Royaume-Uni, mais aussi l'Australie, sont très en avance dans ce qu'ils ont pu produire pour aider les patientes. Il y a énormément de patientes qui écrivent sur le sujet, il y a énormément d'entrepreneurs ou de gynécologues qui ont vraiment pu développer certains modèles de prise en charge qui fonctionnent très bien. Et c'est vrai que quand on est français, souvent, voilà, on va aller chercher des ressources sur des sites anglophones. Ça, c'était voilà. Donc moi, je me suis posé beaucoup de questions quand même à ce niveau-là. Je me suis dit, c'est dingue quand même voilà, qu'on en parle à ce point-là dans un pays, qu'on ait développé autant de matière autour de ce sujet-là et qu'en France, ce ne soit pas le cas. Ça, c'était ma première surprise quand j'ai été diagnostiquée. Et pour rebondir sur ce que disait René, tu as commencé par dire qu'on avait, voilà, en France, c'était un des meilleurs systèmes de santé voilà, qui existent. Mais est-ce qu'on utilise bien les ressources? Voilà, moi, c'est la question que je me pose parce qu'effectivement, on a cette possibilité de consulter des médecins, d'être très bien remboursé. On ne se pose pas la question du coût du traitement. Et je pense à l'exemple de la PMA, la procréation médicalement assistée. Quand on doit avoir recours à ce genre de procédure en tant que Française, on ne se pose pas la question du prix. C'est pris en charge à 100%. Et ça, c'est un stress émotionnel en moins. Quand je pense aux Américaines qui doivent en plus se poser la question du coût d'une FIV, ça paraît délirant. Donc, c'est vrai que c'est une richesse. Mais je pense que peut-être le système de santé français se repose sur ses acquis. Et je pense notamment aux maladies chroniques. Donc, le SOPK, dans mon cas, on peut penser à l'endométriose, on peut penser à d'autres pathologies chroniques. Je pense qu'on a un modèle qui est peut-être aujourd'hui pas optimum pour la prise en charge de ces pathologies. C'est-à-dire qu'on n'a pas de logique interdisciplinaire. On n'a pas de logique intégrative, ce qui fait qu'il y a une perdition, il y a une marge d'erreur qui se crée, il y a un nomadisme ou une errance médicale qui coûte au système de santé. Voilà, c'est plusieurs années pour obtenir un diagnostic. Moi, je peux vous donner mon exemple. Je suis allée de généraliste en généraliste, de gynécologue en gynécologue, voilà, des consultations qui étaient remboursées au point où à un moment, je me disais, mais c'est du gâchis de ressources. Pourquoi je suis obligée de partir à la recherche de gens qui vont pouvoir m'aider. Et c'est là-dessus où je pense qu'il y a un gâchis de ressources. Si on se donnait les moyens d'accompagner efficacement les patients, on serait sûrement gagnant. Et voilà, c'est vraiment le point de comparaison que j'entends quand vous parlez des États-Unis. Mais effectivement, on voit que
que quel que soit le lieu où on est, au final, on est dans des choses assez lourdes de l'administratif. Donc, il y a effectivement une perte de temps, une perte d'argent, malheureusement. Donc, voilà, c'est quelque chose sur lequel des gens travaillent. Et d'ailleurs, pendant le hackathon dans lequel nous étions, je sais que plusieurs projets Oui. essayent de résoudre ce problème. J'allais justement y venir. C'est vrai que ce qui m'a frappé dans le hackathon, j'ai trouvé qu'il y avait un fil conducteur. Alors, il y avait des projets très innovants qui étaient plutôt tournés vers alors c'est le pharmacien ou la recherche clinique. Mais pour les projets qui étaient tournés vers le médecin et son patient, on entendait deux choses. Premièrement, qu'il y a un besoin en accompagnement dans la qualité de vie et dans tout ce qui est hygiène de vie pour vraiment venir soutenir les interventions, on va dire le parcours de soins pur et dur. Et on entend aussi de la part des médecins un besoin d'avoir le temps de s'occuper de leurs patients. Je pense au projet Frenchica qui nous dit que voilà, le médecin passe 40% de son temps sur un ordinateur. Enfin, je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais voilà, on sent qu'il y a un besoin de rétablir une relation patient, d'avoir de la décision partagée, d'avoir un accompagnement qui soit vraiment global. C'était vraiment le fil conducteur, j'ai trouvé, du hackathon. Et il faut du coup qu'on se pose les bonnes questions pour l'avenir. Il y a une demande des deux côtés, donc. Oui, il y a ça, et puis donc le patient avec le médecin, et après les différents médecins qui se réunissent. Et tu as dit que tu avais un peu de problème aussi à trouver des médecins qui se parlaient un peu entre eux, entre elles. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout. Et je sais, il y a des systèmes en France, on a ce dossier santé, mais j'ai cru comprendre que ça n'avait pas tellement marché. Donc, ce qu'ils ont cru être vraiment une bonne solution, apparemment, ce n'est pas ça. Donc, Alors, je rebondis là-dessus, puisqu'on a une question ouais. justement, enfin, moi je ne sais pas si c'est une question, mais donc on a Dominique, salut Dominique, donc qui pose la question peut-être plus pour Clara. Le dossier partagé n'était-il pas fait pour mieux coordonner les différents services? Est-ce que tu as cette réponse, Clara? Alors, non, j'ai pas la réponse. En revanche, je rebondis sur ce que disait René. Je pense que le dossier médical partagé va nous servir dans le futur. Peut-être qu'il arrive un peu tôt. C'est-à-dire que il y a un intérêt pour le patient de stocker ces différents examens dans le temps pour pouvoir rapidement accéder à une information et garder trace, etc. Pareil pour le médecin. Après, c'est quand les médecins et quand le système aura compris qu'il faut une prise en charge interdisciplinaire et intégrative, et qu'il faut une communication et qu'il faut qu'on arrête de penser en silo, que ce genre d'outil va vraiment, je pense, prendre tout son sens. Alors, voilà, ça c'est mon point de vue, il est assez arrêté là-dessus, mais je pense que c'est à ce moment-là qu'il va trouver toute son utilité. Oui, ça amène aussi, on a discuté un petit peu des données, à qui sont les données. Et ça, c'est des grandes questions qu'on n'avait pas vraiment traitées hier, ce week-end. Après. Je rebondis, c'est une question qui avait été soulevée à un moment, mais vraiment sur la fin de l'événement par, je crois que c'était une personne qui remettait un des prix qui avait effectivement rapidement posé cette question. Mais effectivement, bon, voilà, toutes les données qui traitent, qui gèrent, c'est aussi une question qui se posera, à mon avis, très rapidement dans le futur. Oui, surtout qu'il y a pardon, je te coupe, mais il y a une tendance enfin, on sait que le hacking des données de santé, c'est quelque chose qui se développe, et en même temps, on a besoin de plus en plus de données, je dirais, très personnelles si on veut faire de la médecine à distance, on va avoir besoin de certaines données sur tous les facteurs psycho-émotionnels, sur un ensemble de choses qui sont très personnelles, qui sortent même de la médecine et qui rentrent vraiment dans la sphère purement privée. Et effectivement, on peut se poser la question des dangers liés à cette mouvance, et qui pourtant est bénéfique pour le suivi du patient par le médecin. Oui. Alors, on arrive sur notre petite demi-heure de live. Je sais, toi, Clara, que dans pas très longtemps, tu vas devoir nous quitter. Alors, je propose qu'on avance. Je reviens sur toi, Clara. Donc, juste au niveau des projets, est-ce que tu as une suite justement sur ton projet personnel que tu aimerais parler? Est-ce que tu as décidé de continuer malgré tout et de te mettre à fond
Quelle est Ah la ben suite? moi, oui, moi, si tu veux, le hackathon, c'était une étape. Ça fait plusieurs mois que je suis engagée dans une démarche et une mission, je dirais même, qui ne s'arrête pas du tout au hackathon. Au contraire, je pense que je suis encore plus déterminée qu'avant parce que je suis repartie avec des idées et peut-être encore un autre esprit d'entrepreneuriat. Donc, c'est que du bon. Voilà, je ne m'arrêterai pas tant qu'il n'y aura pas eu une certaine prise de conscience sur ce dont les patientes ont besoin. Et donc, pour la suite, alors je vais là, dans un premier temps, me rapprocher encore un peu plus de ma communauté en ligne pour pouvoir vraiment cerner les besoins et être sûr de proposer quelque chose qui soit le plus pertinent possible. Je pense que j'ai aussi besoin, j'avais commencé à le faire, mais il faut que j'accentue cette démarche, il faut que j'aille m'adresser aux médecins pour voir comment ce que je vais proposer peut leur bénéficier à eux. Mais c'est vrai que dans mon cas, j'ai l'impression d'avoir un double défi, c'est-à-dire que je ne suis pas seulement dans la logique de dire, OK, regardez ce que je vous propose, c'est pertinent. J'ai aussi besoin de convaincre que ce type de prise en charge est pertinent pour la pathologie. Je pense qu'en France, on n'a pas encore fait cette transition par rapport justement à ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est un peu un challenge, mais je suis plus déterminée que jamais et j'espère pouvoir proposer une première version de mon application, peut-être pour le mois de septembre, en tout cas pour la fin d'année. Une première version à bêta-tester par les utilisatrices. Donc voilà, on avance, mais on avance doucement, mais bien, j'ai envie de dire. Bah écoute, super, en espérant que ça puisse sortir et que ben, ça soit utilisé effectivement de manière concrète. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, j'en profite puisqu'il y avait une grosse question qui était pour René. Enfin, Ouf. c'est pas vraiment une question là aussi, hein. Donc c'est Dominique qui nous demande, enfin qui nous dit: «J'avais entendu parler de l'hôpital public de Philadelphie, qui est réputé pour sa qualité de ses médecins et de ses paramédicaux, de ses soins, où les gens étaient prêts à attendre des heures et des heures pour bénéficier de ses services. Donc apparemment, l'hôpital de Philadelphie a une très bonne réputation. Est-ce que tu nous confirmes ça? Non, je ne peux pas le confirmer. Je ne sais pas ce qu'il y a en Philadelphie. Je ne connais pas d'hôpital très particulier. C'est très possible quand même. Je vais voir ça. Je vais voir lequel est là-bas. Mais non, je n'ai pas les informations. Désolée. Désolée. Mais je pense que le message de Dominique, c'était par rapport à ce que tu disais, dans le sens où, enfin, de ce que lui apparemment on connaît, l'hôpital serait, de Philadelphie en tout cas, serait vraiment tellement bien que, il y a quand même des gens qui sont prêts à y aller et à payer pour, bénéficier de ces services. Je ne Oui, sais mais pas justement si, ça, c'est partout. Ça, c'est partout, je pense. Il y a des grands centres médicaux un peu partout, à Mayo Clinic aussi. Ils ont des pages entières juste pour les gens qui viennent de l'étranger même, parce qu'ils cherchent là, maintenant le tourisme médical. Et ça, on trouve un peu partout. Et ça, on va trouver dans tous les centres médicaux aux États-Unis. On va trouver ça. Mais je pense ici aussi, il y a pas mal de gens qui vont atterrir en Suisse aussi parce qu'il y a de très bons soins. Je sais, à Bâle, il y a une clinique ophtalmologique et il y a des gens qui viennent un peu de partout dans le monde pour faire ça. Donc, le tourisme médical, ça se pratique partout, je pense. c'est une très bonne question. Et toi, Clara, en tant que patiente, est-ce que tu as déjà été tentée justement de regarder un petit peu, pour voyager? Parce que je sais que, je sais plus, je crois que c'est, il y a en Tunisie et en Hongrie par rapport aux soins dentaires, par exemple, ou en Turquie, où vous avez les soins qui sont moins chers avec le voyage qui est payé. Et au final, vous payez moins cher qu'en France. Après, la problématique, ça va être si maintenant le soin est mal fait, la prise en charge derrière, c'est vrai que voilà, on avait vu en France en tout cas des personnes qui partaient en Hongrie, qui se faisaient soigner, qui au final le soin était de mauvaise qualité et après quand ils revenaient en France pour essayer de se refaire soigner, ils avaient des problèmes justement pour être pris en charge puisque les gens ils leur disaient bah vous êtes partis à l'étranger pour payer moins cher, mais donc c'est Ouais. est-ce que toi tu as déjà été tenté ou est-ce que tu as déjà vu ce genre de choses?
Alors non, moi que ce soit je sais que les soins dentaires, j'en avais entendu parler. J'ai jamais été tentée d'aller faire voilà des soins dentaires à l'étranger. Surtout, voilà, j'ai besoin d'un implant, donc mais je pense pas aller à l'étranger. Non, non, mais sur le plan sur mon sujet, je pense que ce que je dois relever là, c'est que au niveau de la PMA, donc la procréation médicalement assistée, on observe donc une variation des taux de succès des FIV et des inséminations en fonction des centres de PMA. Et quand on s'adresse voilà, à des praticiens qui sont, par exemple, sur le territoire de Strasbourg, on n'a pas de clinique. Et même sur l'Alsace, on n'a pas de clinique, donc on n'a pas d'offre privée, ce qui fait qu'il y a énormément d'attentes sur le centre du CMCO. Et quand on se tourne vers des praticiens qui sont dans des cliniques, que ce soit à Paris ou ailleurs, on découvre que parfois les techniques de transfert des embryons ne sont pas les mêmes. Donc, il y a une disparité de techniques utilisées qui peut pousser la patiente, si elle a vraiment une envie voilà, d'aller vite dans son parcours de PMA, d'aller faire du tourisme déjà sur le plan nationale, mais surtout la dernière loi sur la bioéthique a malheureusement, en fait, il y a une technique qui s'appelle le diagnostic préimplantatoire qui permet d'aller screener un peu les embryons pour éviter tout ce qui est malformation génétique. Et en fait, c'est une technique qui est utilisée en France, mais que dans des cas très extrêmes, et ça prend énormément de temps. Dans d'autres pays comme l'Espagne, la Belgique, c'est utilisé et ça permet d'augmenter les taux de succès, notamment de FIV, de 15 à 20%. Alors, si mes chiffres ne sont pas exacts, pardonnez-moi, je ne suis pas médecin, mais c'est à peu près l'idée. Et j'ai été très, comme beaucoup de médecins, comme beaucoup d'associations de patients, j'ai été très choquée que le législateur n'intègre pas le diagnostic préimplantatoire pour toutes les femmes qui sont en PMA avec la dernière loi de bioéthique. Et c'est quelque chose qui a été un vrai problème. Il y a d'autres choses dans cette loi qui étaient assez surprenantes, connaissant le vécu des patientes et les attentes des patientes. Donc ça peut inciter au tourisme médical. Il y a des femmes qui sont obligées d'aller en Espagne parce que ces techniques-là ne sont pas disponibles en France. Donc il faut imaginer la détresse déjà émotionnelle, et en plus à ça, il faut rajouter un voyage en avion, etc. Donc ça, c'est bien dommage. Mmh. Effectivement, c'est bien dommage. Est-ce que tu veux rebondir sur ce sujet, René? Non, là, on est allé un peu dans un virage parce que je voulais dire aux États-Unis, ça serait plutôt pour les gens qui ont les moyens, qui vont aller chercher le meilleur spécialiste. Et c'est eux peut-être qui vont faire la queue en Philadelphie ou je ne sais pas où, en Minneapolis, même qui fait plus froid là-bas, pour faire la queue, c'est peut-être pas si agréable. Mais bon, les gens, c'est vrai, par exemple, j'ai mon père qui a eu des problèmes cardiaques, et donc il va aller voir avec plusieurs hôpitaux. Peut-être il faut faire 100 km ou 200 km pour visiter notre hôpital. Mais normalement, ça ne pose pas trop de problèmes. Bon, lui, il a le Medicare, comme il a plus que 65 ans, et je n'ai pas entendu des problèmes pour l'instant avec ça. Donc, il semble l'assurance paie la plupart de ses interventions. Super. Bon, bah écoutez, on arrive un petit peu à la fin de notre live. Il va bientôt faire 40 minutes. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé et d'avoir discuté un petit peu de la santé aux États-Unis et en France, et de nous avoir partagé vos points de vue et vos compétences. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour nos spectateurs, René? Oui, je pourrais dire qu'il faut pas sous-estimer les différences entre les États-Unis et la France. Et si nous restons avec le sujet de santé, c'est intéressant ce que Clara a dit, parce que c'est vrai, les Américains, ils sont très curieux. L'innovation, c'est vraiment à la base. On est né avec ça dans les cellules. Donc les choses avancent très vite. C'est vraiment très positif. Il y a beaucoup de choses qui vont bloquer le chemin. Et on n'a pas du tout parlé du côté légal, parce que c'est ça qui bloque pas mal de choses et qui fait que certaines interventions ne peuvent pas continuer, ou que certaines interventions sont faites. Par exemple, les césariennes sont faites beaucoup plus aux États-Unis parce que les médecins ont
peur des poursuites en justice par les patients s'il y a des problèmes. Donc là, je soulève un peu autre chose, mais je voulais quand même parler un peu des avocats et le rôle des avocats aux États-Unis. Et voilà, Clara, avec toi devant moi. Mais c'est vrai, moi, je trouve c'est un peu triste parce que le système légal, les avocats, ça change la santé. Ça veut dire que quelqu'un peut être traité différemment à cause d'une question légale. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça devrait vraiment séparer. Mais le système est comme ça. Et ça, c'est vraiment un autre sujet de conversation pour entrer là-dedans. Merci, Lionel. C'était. Merci à toi, René. Et toi, Clara, un petit mot de la fin? Oui, je réponds juste à René sur l'hyper-judiciarisation de la société américaine. Et c'est vrai que j'avais déjà lu des choses là-dessus et je comprends le problème. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui aura tendance à arriver en France aussi. Pour l'instant, j'ai pas l'impression. En tout cas, pour le mot de la fin, merci déjà Lionel de m'avoir accueilli ce soir. Je pense qu'il est en train de se passer quelque chose. En tout cas, au niveau de la santé de la femme, hein, je parle de ce que je connais, il y a un mouvement qui est enclenché et on l'a senti, je trouve aussi pendant le hackathon de ce week-end et c'est quelque chose que je trouve chouette. J'ai envie de participer à ça. Je pense qu'on va se poser les bonnes questions dans les années qui viennent et je trouve ça très bien. Donc, je termine sur une note positive parce que voilà, quel que soit notre système de santé, les gens se posent les bonnes questions, ils ont envie d'œuvrer pour l'humain, ils ont envie de servir de la technologie pour que les choses soient mieux pour les patients. Et ça c'est très positif, que ce soit du côté ci de l'Atlantique ou de l'autre. Voilà. Tout à fait. Super. Écoutez, merci à vous d'avoir participé à ce live table ronde ce soir. Merci aux spectateurs, merci à ceux qui nous ont posé des questions. Et on se retrouve une prochaine fois pour des prochains lives, toujours sur nos chaînes. Et on reprendra aussi nos conférences en présentiel sur Strasbourg pour parler du monde du numérique, des makers et de la santé. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée et un bon repas si vous n'avez pas encore eu l'occasion de manger. Et surtout, un bon dodo pour toutes celles et tous ceux qui sont fatigués. Hein, voilà, une bonne soirée de sommeil. Et à la prochaine. Et ciao, ciao à tous. Merci. Au revoir René, au plaisir.